c'est que, bon, on le sait, hein, l'intégration, cette idée d'intégration telle qu'elle surgit souvent, il s'agit plutôt d'un processus assimilationniste. Et donc, je trouve intéressant quand Maria Luisa Caldonietto parle en fait, il serait intéressant ce retour plutôt aux notions d'inclusion et d'exclusion qui sont à la base. Donc, ce changement de paradigme qui est nécessaire, dont Lasti parle aussi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le vivre ensemble interculturel en août 2023, le ministère de la Famille, des Solidarités, du vivre ensemble et de l'accueil a remplacé la notion d'intégration par celle de vivre ensemble interculturel. Le vivre ensemble interculturel serait donc une notion plus égalitaire et respectueuse de la diversité que la notion d'intégration, dans un pays qui compte 47,3% de résidents de nationalité étrangère. Mais est-ce vraiment le cas? Dans les 2 épisodes consacrés aux notions d'intégration et de vivre ensemble, je montre ce que cache vraiment ce changement de paradigme et pourquoi ces notions ne permettent ni l'une ni l'autre de penser la justice sociale et l'égalité. Vous venez d'entendre en introduction de cet épisode la voix de Heidi Martins Rodriguez, sociologue au Centre de documentation sur les migrations à Dudelange, lors de la conférence organisée par le CLAE pendant le Festival des migrations en 2021. Mais alors de quoi parle-t-on quand on parle d'intégration? La seule chose qui est partagée par les parties prenantes du champ de l'immigration, c'est le fait que c'est un processus, c'est-à-dire une suite de phénomènes avec une progression qui amène vers un nouvel état, une transformation. Le problème, c'est de savoir si ce nouvel état, on ne va faire que le décrire. Est-ce qu'on va juste étudier ce qu'il se passe, c'est-à-dire les processus réels? Et dans ce cas-là, on est dans une vision plutôt descriptive de l'intégration. Ou bien est-ce que cet état est un état désiré? C'est-à-dire, est-ce que le processus d'intégration est un état que l'on doit atteindre, ce qu'il devrait se produire, un objectif final souhaité? Et là, on est plutôt dans une vision normative de l'intégration. Une vision descriptive, c'est le champ de la recherche des sciences sociales, de l'histoire, de la psychologie, le champ scientifique. Alors que une vision normative est plutôt le champ de la politique. Or, des chercheurs comme le Danois Mikkel Ritter ont analysé comment le domaine de la recherche sur les migrations s'est politisé et comment le concept d'intégration est souvent utilisé sans aucune remise en question, comme si c'était un concept légitime d'office. Dans son article intitulé Writing Against Integration, Danish Imaginaries of Culture, Race and Belonging, qui est paru dans la revue Ethnos en 2019, Ritter décrit comment le concept d'intégration était auparavant un concept scientifique, descriptif, utilisé dans les sciences sociales, mais qu'il est aujourd'hui utilisé dans les médias, par le grand public et les politiciens, pour s'adresser à des minorités spécifiques et à leur manière plus ou moins insatisfaisante d'être et d'appartenir à des États-nations particuliers. Ritter montre comment ce qui est contenu dans un concept normatif d'intégration, ce sont des idées spécifiques que l'on se fait sur la société, sur l'État, sur la nation et sur les relations entre majorité et minorité, ou même des idées que l'on se fait sur les cultures, sur la race et l'appartenance, qui disqualifient d'office les immigrants. D'abord, l'évaluation de l'intégration, elle est fragmentée parce qu'elle peut impliquer plein de paramètres différents. Ça peut impliquer l'intégration sociale, qui est évaluée par les diplômes. Ça peut impliquer l'intégration économique, c'est-à-dire la participation des étrangers au marché du travail, ou alors l'intégration politique, la participation aux élections et aux associations locales, ou bien l'intégration culturelle, qui est évaluée par la mesure dans laquelle les immigrants et les réfugiés ont préservé leurs traditions ou leur sentiment d'appartenance à leur pays d'origine.
Vous voyez donc que la diversité des paramètres qui peuvent être pris en compte pour évaluer l'intégration des immigrants permet de manipuler les chiffres selon le groupe social qui est pris en compte pour mesurer le niveau d'intégration. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple que donne Ritter dans son article et qui prend l'exemple des femmes immigrées qui sont plus diplômées au Danemark que les femmes danoises. Le fait que ces femmes soient diplômées ne permet pas de dire que les femmes immigrées sont plus intégrées que les femmes danoises. On peut prendre aussi l'exemple des hommes congolais en Belgique, qui sont le groupe social le plus diplômé, plus que les hommes et les femmes belgo-belges. Est-ce qu'on peut dire que les hommes congolais sont plus intégrés que les hommes belgo-belges, alors qu'ils sont aussi parmi les plus discriminés sur le marché du travail? Non. Et Ritter montre même que cette évaluation selon les diplômes, elle peut être au contraire utilisée pour essayer de montrer un défaut d'intégration. Il prend un exemple très intéressant, c'est celui d'un article qui avait circulé au Danemark sur le taux élevé d'étudiants en médecine de parents pakistanais. Dans ce même article, il y a un conseiller d'orientation de l'université de Copenhague qui avait été interrogé et il expliquait que cette situation résultait d'une structure patriarcale au sein des familles musulmanes pakistanaises où les enfants sont contraints par leurs parents à étudier plus dur. L'intégration des étudiants en médecine de parents pakistanais est utilisée dans ce cas précis à des fins racistes pour mettre en avant une prétendue structure familiale patriarcale qui fait partie de l'imaginaire islamophobe des sociétés européennes. Donc la diversité des paramètres utilisés pour évaluer le niveau d'intégration permet de manipuler les chiffres en isolant un groupe spécifique et permet de lui faire dire ce que l'on veut selon l'objectif politique que l'on a. Au Luxembourg, le terme d'intégration apparaît en politique pour la première fois dans les années 70, avec la loi du 16 avril 79 portant création d'une allocation spéciale pour les personnes gravement handicapées. Cette loi voulait mettre en égalité les aveugles et les autres personnes handicapées en instaurant une allocation pour toutes les personnes handicapées qui existait auparavant seulement pour les personnes aveugles. Le concept est utilisé dans cette loi de façon normative, c'est-à-dire pour désigner un état désiré par l'État quand il met en place des actions en faveur des personnes handicapées. On peut lire dans l'article 12 de cette loi, je cite, l'État peut accorder à toutes les personnes handicapées l'équipement spécial indispensable pour réduire sa déficience physique et pour assurer dans la mesure du possible une plus grande autonomie et une meilleure intégration dans la société ou dans la vie du travail. Le terme d'intégration dans le domaine du handicap a depuis été remplacé par celui d'inclusion, qui est un terme qui vient de l'anglais et qui est lié au mouvement des droits des personnes handicapées, un mouvement qui est né dans les années 60-70. Et le concept d'intégration appliqué au champ de l'immigration au Luxembourg apparaît beaucoup plus tard. Il faut savoir qu'avant 1890, le Luxembourg est un pays d'émigration. Les Luxembourgeois émigrent en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis ou d'autres pays pour trouver du travail. Ce n'est qu'à partir des années 1890 que les Allemands commencent à investir dans la sidérurgie et que le Luxembourg commence à avoir une croissance économique importante et devient un pays d'immigration. Ce sont d'abord des hommes allemands, polonais et italiens qui viennent travailler dans la sidérurgie. Dans la période des deux guerres mondiales, il y a des mouvements successifs d'émigration et d'immigration. À partir des années 60, les premiers Portugais arrivent au Luxembourg et en 64, sous l'impulsion de la Charte sociale européenne et des recommandations de la Commission européenne, le gouvernement luxembourgeois crée un service d'accueil et d'assistance aux travailleurs étrangers qui devient le service de l'immigration en 1972. La même année, la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers entre en vigueur. C'est une loi qui est très restrictive et qui règle les conditions de l'immigration, avant tout pour les ressortissants des pays hors Union européenne. Elle prévoit, entre autres, l'expulsion de l'étranger qui, je cite, compromet la tranquillité, l'ordre ou la sécurité publique. La volonté d'accueillir une immigration européenne, blanche et catholique est présente dans cette loi et va continuer jusqu'à ce jour.
Dans les années 70, le Luxembourg signe deux accords économiques de main-d'œuvre, le premier avec le Portugal et, ce qui est un peu moins connu, un deuxième avec l'ex-Yougoslavie. Des Capverdiens arrivent aussi à travers l'accord portugais, puisque le Cap-Vert est encore une colonie portugaise. Il y aura aussi les premiers boxeurs congolais qui arrivent parce que le Luxembourg a besoin de sportifs. Et cette initiative est aussi à mettre au compte des politiques d'immigration choisies, qui sont des politiques racistes et opportunistes. C'est aussi dans les années 70 que la question de l'immigration s'impose dans l'espace public et qu'une politisation de la question démographique et de l'immigration vont commencer avec deux événements majeurs. Le premier, c'est une polémique en 1972, quand l'hebdomadaire libéral Le Land publie le texte d'une lettre du ministère de la Justice qui est adressée à la Fédération des industriels et des artisans et qui contient la phrase suivante. En raison des difficultés d'assimilation et de rapatriement éventuels, les candidats travailleurs africains et asiatiques ne pourront bénéficier actuellement d'une autorisation de séjour. Le Land, quand il a publié cet extrait, voulait dénoncer un racisme administratif et, je cite, l'atmosphère xénophobe développée par des politiciens chauvinistes de droite. On sait aussi que les responsables politiques luxembourgeois avaient fait pression sur leurs homologues portugais pour limiter l'émigration capverdienne vers le Luxembourg lors des négociations de l'accord économique de main-d'œuvre avec le Portugal. Ces pratiques montrent le racisme contenu dans la politique d'immigration choisie pratiquée par le Luxembourg, un racisme systémique, non seulement qui voulait une immigration européenne blanche, mais aussi catholique, puisque, contrairement à l'accord avec le Portugal, l'accord avec la Yougoslavie ne prévoyait pas de possibilité de regroupement familial. L'ex-Yougoslavie était composée de peuples catholiques, mais aussi orthodoxes et musulmans. Le deuxième événement qui va mettre le thème de l'immigration sur le devant de la scène, c'est la sortie en 1977 d'un rapport qu'on appelle le rapport Callot, commandé par le gouvernement et qui a été rédigé par le démographe et statisticien français Gérard Callot, et dans lequel Callot prévoit une chute de la population luxembourgeoise et il propose, pour y remédier, de réduire l'appel à l'immigration et de plutôt mettre en place une politique nataliste en invitant les familles luxembourgeoises à faire plus d'enfants. Le natalisme, c'est une politique qui consiste pour un État à appliquer des mesures démographiques censées stimuler la natalité, comme les allocations familiales, une prime à la naissance ou encore une allocation mère au foyer. Et le natalisme est souvent utilisé par l'extrême droite comme une réponse au péril du, entre guillemets, grand remplacement. Il faudrait limiter drastiquement l'immigration tout en contrôlant le ventre des femmes afin de relancer les naissances des nationaux et éviter une submersion migratoire. Les politiques natalistes sont des politiques qui contiennent toujours, de façon sous-jacente, des discours racistes, xénophobes, antiféministes et anti-LGBTQIA+. On sait aujourd'hui que ces politiques n'ont pas été efficaces, d'ailleurs, dans les pays où elles ont été appliquées, puisque, d'ailleurs, on voit au Luxembourg que le taux de fécondité n'a pas cessé de chuter depuis les 50 dernières années. C'est plutôt une conjoncture économique plus favorable qui pousse les gens à faire plus d'enfants que des politiques natalistes. Alors ce rapport Callot va mettre en avant le thème de l'identité nationale. Et dans ce débat, la question de la disparition éventuelle de la langue luxembourgeoise est aussi présente. Elle va profiter à une organisation qui s'appelle Action Luxembourgisch, qui va avoir une grande influence sur l'avènement de la loi de 1984, qui reconnaît légalement le luxembourgeois comme langue nationale. Si vous voulez en savoir plus sur cette question passionnante de la naissance et du développement du lien entre identité nationale et langue luxembourgeoise, je vous recommande l'article de Nouria Garcia qui est en description. Entre 1947 et 1970, l'augmentation de la part des étrangers dans la population active totale est passée de 11% à 21%. Entre 1973 et 1979, il va y avoir deux crises du pétrole qui vont avoir un impact sur la sidérurgie, puisqu'on a besoin de pétrole pour produire de l'acier.
Mais contrairement aux pays voisins, la notion d'immigration zéro n'est pas utilisée dans le discours public, dans le discours politique. Au Luxembourg, on va plutôt parler d'immigration prudente. Entre 1984 et 2002, l'économie remonte et le discours de l'État, avec un gouvernement dominé par le CSV, change et il va devenir un discours qui souligne l'aspect nécessaire et positif de l'immigration, la contribution des étrangers à l'essor du pays et le caractère indispensable de leur présence au bon fonctionnement de l'économie luxembourgeoise. Ce discours se développe en même temps que la construction européenne et l'ouverture des frontières de l'UE, qui, on va le voir, se transforme aussi en une forteresse. Et cette transformation en forteresse va faire de la Méditerranée un cimetière pour les migrants. Avec le développement de la banque et de la finance au Luxembourg dans les années 70, on a d'un côté la migration de travail traditionnelle, une main-d'œuvre majoritairement non qualifiée, et de l'autre, une main-d'œuvre qualifiée qui vient travailler dans la banque et la finance et les institutions européennes qui vient des pays voisins ou des pays qui rejoignent progressivement l'Union européenne. Dans les années 90, la guerre des Balkans amène des Kosovars, des Bosniaques, des Croates et des Serbes au Luxembourg. Les peuples dont on ne voulait pas une présence durable sur le sol luxembourgeois finissent finalement par arriver de façon durable, s'installer de façon durable à travers l'asile. C'est un patchwork de lois, de modifications qui n'est pas évident de suivre, même pour un juriste attitré. Pour le commun des mortels, c'est davantage difficile. Il y a, selon le dernier rapport du ministère des Affaires étrangères, le travail de codification qui est en train d'être fait. Ça facilitera la tâche aux professionnels, mais ça impliquera grand-chose pour les gens. Et l'ASTI et le CLAI, dans cette proposition que nous avons faite ensemble au ministère des Migrations, avaient notamment mis sur la table deux propositions concrètes. L'une, c'est qu'on termine avec cette façon de faire à Luxembourg en matière de autorisation de séjour pour travailleurs salariés, par exemple, mais pour toutes les autres. C'est-à-dire que la personne, avant de venir à Luxembourg, elle doit avoir trouvé le travail et le logement déjà. Bon, ça pour quelqu'un qui travaille dans la finance, qui a une entreprise de relocation, que son patron lui paye pour le faire, c'est facile. Mais par contre, pour les travailleurs non qualifiés, dont on a toujours encore besoin à Luxembourg, hein, on n'a pas juste besoin de génie de la finance ou de la biomédecine ou quoi qu'il soit. On en a bien évidemment besoin aussi, mais on a toujours besoin de travailleurs non qualifiés. Et cette disposition, à notre avis, elle devrait être abolie. Dans cet extrait de son intervention lors de la conférence du CLAE de 2021, Sergio Ferreira, porte-parole de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés, ASTI, souligne les inégalités sociales créées par la loi sur l'immigration entre ceux qu'on appelle immigrants non qualifiés, qui sont en majorité portugais ou ressortissants de pays hors Union européenne, et les expatriés qui occupent des postes qualifiés et qui sont souvent aidés dans leur installation au Luxembourg par l'entreprise pour laquelle ils vont travailler et qui sont issus de pays comme la France, la Belgique. Est-ce que la première mesure pour l'intégration ne devrait pas consister à pallier aux inégalités produites par la loi et qui pénalisent les travailleurs non qualifiés? Avec la reprise économique et pendant la phase de croissance soutenue entre 1984 et 2002, et malgré une immigration qui commence dans les années 1890, la première loi concernant l'intégration des étrangers apparaît seulement à partir des années 90, suite à la guerre en ex-Yougoslavie. L'intégration va devenir l'objectif des divers gouvernements. Cette loi, c'est la loi du 27 juillet 1993, dans laquelle il n'y a pas de définition de ce qu'est le processus d'intégration. Pour Michael Ritter, les immigrants et les réfugiés sont soumis à des exigences de plus en plus grandes d'intégration à partir des années 90, en se soumettant aux normes et standards de la société d'accueil, mais qui ne sont pas définis. À cette époque, l'intégration signifie en réalité assimilation. Les politiques, les campagnes et la législation visent beaucoup d'aspects de la vie quotidienne des immigrants et visent principalement à aider les étrangers à s'adapter à la société luxembourgeoise à travers le logement,
Avec la loi de 1993, le ministère de la Famille et de la Solidarité crée un commissariat du gouvernement aux étrangers qui gère des foyers pour travailleurs et des foyers pour demandeurs d'asile. À travers aussi l'éducation, le ministère de la Famille finance des postes conventionnés avec l'ASTI, à travers notamment l'agence interculturelle, et aussi les relations avec leur pays d'origine. Le CLAE, créé en 1985, possède plusieurs postes conventionnés également avec le ministère de la Famille. Et aussi des écoles de langue. Il y a par exemple le projet Moyenne, qui est devenu aujourd'hui une ASBL, également conventionné. Et donc on voit que l'intérêt politique qui est né donne naissance à un marché de l'intégration avec des ONG, des travailleurs sociaux, des interprètes, des chercheurs, comme les chercheurs du CESOPI par exemple, qui est devenu le CEFIS aujourd'hui, qui est un organisme qui fait de la recherche, action et de la formation, et qui ont fait de l'intégration leur gagne-pain et leur carrière. La plupart des initiatives politiques de cette période, lancées au nom de l'intégration, peuvent après coup, être considéré en réalité comme faisant partie d'une stratégie politique nationale, globale, d'ingénierie sociale visant à modifier la vie familiale, la religion et les traditions des immigrants afin de les faire devenir luxembourgeois, quoi que cela puisse dire. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'intégration dans les discours médiatiques, dans le débat public et en politique, évoque souvent l'idée de la société comme un contenant, comme un bol de soupe. C'est l'expression qu'utilise Ritter. Une personne, c'est-à-dire l'immigrant, le réfugié, l'étranger, doit être intégré à quelque chose, c'est-à-dire une unité supposée de la société, de la nation ou de l'État, ce que Ritter appelle la communauté imaginée. Le problème, c'est que le concept d'intégration, depuis qu'il est utilisé dans le contexte non scientifique, c'est-à-dire en dehors des sciences sociales, est premièrement flou, puisqu'on ne peut pas déterminer qui est intégré et qui ne l'est pas, on l'a vu plus tôt, mais en plus, il implique qu'il existe une manière de ne pas être intégré. Une intégration ratée dans la société est une menace pour la société, pour la nation, pour l'État, et l'État, la nation, la société risquent la désintégration, la fragmentation, des bouleversements profonds. Sans le dire explicitement, le discours sur l'intégration est toujours préventif d'une catastrophe latente. Il implique le fait que l'immigration constitue une menace pour la cohésion sociale de la société luxembourgeoise, de l'État luxembourgeois, de la nation luxembourgeoise. Et pour prévenir cette catastrophe que serait la non-intégration des étrangers, il suffirait de prendre des décisions politiques pour inverser, voire stopper l'immigration. Cette idée, elle est présente dans les discussions politiques depuis les années 2000, plus précisément depuis l'été 2015, quand on parle de crise des réfugiés ou de crise migratoire. Ces discussions sur l'intégration s'appuient sur l'idée de communauté imaginée et la renforcent en appelant à une plus grande protection de l'État et de la population majoritaire par une législation, un contrôle, des frontières, des limites très strictes. Pendant longtemps, ces idées étaient diffusées par l'extrême droite, mais depuis les années 90, les partis conservateurs, de droite et même une certaine gauche les ont adoptées dans toute l'Europe, y compris au Luxembourg. Aujourd'hui, ces idées gagnent de plus en popularité. Effectivement, je me suis intéressée pendant mon doctorat au portugais de seconde génération au Luxembourg. Et donc, lors des entretiens, ce que j'ai pu voir, c'est que la notion du pays d'origine et l'origine sociale surgit quand elle est liée à des tensions. Donc, tout d'abord, on a les langues, les accents et les façons de parler. Donc, il ne s'agit pas que de la question de la maîtrise des langues, mais bien souvent d'éléments très souples, tels les accents et les façons de parler. Et puis, on a la nationalité et le nom. Encore une fois, pour la nationalité, depuis 2009, on a la double nationalité. Donc c'est quelque chose qui peut-être ne pose plus autant de soucis. Mais on a la question des noms. Les noms, quand ils constituent une barrière sociale. Et puis, on a l'apparence physique. Moi, j'ai parlé avec des personnes d'origine portugaise, disons. Et donc, c'est intéressant parce que pour eux,
ils ne vont pas me dire qu'ils sont victimes de discrimination par rapport à l'apparence physique, mais ils vont me dire que, dû à leur apparence physique, ils peuvent être invisibles, c'est-à-dire ça fonctionne comme que par défaut dans l'ouverture de portes et facilité dans leur quotidien et leur vie. C'était à nouveau la voix de Heidi Martins Rodriguez, qui a réalisé un doctorat sur le thème des sentiments d'appartenance et sur la construction identitaire au cours de la vie des Portugais de seconde génération au Luxembourg. Les demandes d'intégration visent toujours des groupes d'immigrés spécifiques, considérés comme particulièrement problématiques. Au Luxembourg, l'intégration est évoquée dans les discussions critiques sur les normes, les valeurs et les pratiques de la vie quotidienne des Portugais et des immigrants et réfugiés des pays spécifiques d'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Et ce concept est rarement, voire jamais utilisé pour parler des expatriés français, italiens ou polonais ou des frontaliers français, allemands ou belges qui travaillent tous les jours au Luxembourg. Et là, je dois prendre un moment pour parler de la place particulière qu'occupent les Portugais dans les rapports sociaux de race au Luxembourg. Je n'emploie pas le terme de racialisation, comme j'ai pu l'entendre chez certains experts, pour parler des Portugais, mais plutôt d'ethnicisation. La racialisation, c'est un processus historique qui commence avec la colonisation des autres peuples par les Européens et dont le but a été de légitimer l'exploitation économique extrême des populations colonisées et d'autre part d'asseoir la domination politique et culturelle de l'Europe sur le reste du monde. Les Portugais, en tant que peuple européen, ont fortement contribué à ce processus dès le XVe siècle. Par contre, l'ethnicisation des Portugais au Luxembourg, elle est très visible, selon moi. C'est aussi un processus de différenciation et de hiérarchisation dans lequel le groupe dominant utilise l'appartenance ethnique d'un autre groupe minoritaire pour créer ou renforcer des frontières sociales. Il y a cette citation dont je n'ai pas trouvé l'auteur, mais qui est très parlante et qui dit « Nous voulions de la main-d'œuvre et ce sont des êtres humains qui sont venus ». Cette citation souligne la déshumanisation des travailleurs étrangers, des Portugais spécifiquement, et qui est faite par un État dans un système capitaliste. Les Portugais ne sont pas le seul peuple qui est ethnicisé au Luxembourg, puisque les peuples d'ex-Yougoslavie, les Bosniaques, les Albanais, les Kosovars, et particulièrement les musulmans, le sont aussi. La conséquence de l'ethnicisation, ce sont des discriminations structurelles sur le marché de l'emploi, dans le logement, et qui est très visible pour les Portugais dans le domaine de l'éducation, avec une orientation très forte des élèves portugais par les enseignants vers l'enseignement technique. Les problèmes, on les vit tous les jours. C'est vrai qu'ils sont peut-être parfois éloignés d'une certaine partie de la société. C'est pour ça que les questions, comme tout le monde vient de le dire, et je ne peux que le souligner et signer, la question sociale, économico-sociale, est au centre de cette matière. Bien évidemment, après, comme Claudia Monti a dit, a parlé des 3 éléments qui peuvent s'ajouter, les discriminations, les vulnérabilités qui peuvent s'ajouter, c'est exactement ça le problème. Et je suis très bien d'accord avec pour dire qu'il n'y a plus d'étrangers à Luxembourg et que tout le monde vit bien ensemble. Sauf que l'étranger, notamment extra-communautaire, quand il vient à Luxembourg, il sait qu'il est étranger. Tout d'abord parce qu'il a une carte différente des autres. 2, parce que ses droits ne sont pas les mêmes. Et donc, qu'on le veuille ou pas, ces matières sont sur la table tous les jours. C'était la voix de Sergio Ferreira lors de la conférence du CLAE. En effet, l'étranger extra-communautaire qui vient au Luxembourg sait qu'il est étranger. D'abord parce qu'il n'arrive pas dans les mêmes conditions que les immigrants d'un État membre de l'Union européenne. Et là, il ne s'agit pas des Britanniques, des Américains ou des Australiens qui sont souvent recrutés par les entreprises dans leur pays d'origine et aidés dans leur localisation par les entreprises. Ce dont il est question, ce sont les immigrants capverdiens, chinois ou brésiliens. Car le concept d'intégration, tel qu'il est employé dans les contextes médiatiques et politiques, est fortement racialisé. Pourtant, en général, les liens entre intégration, ethnicité, culture et race dans les débats publics et en politique sont rarement abordés. Pour le sociologue Abdelmalek Sayad, tout ce qui touche à l'intégration relève avant tout de la croyance. C'est aussi ce que dit Ritter quand il parle de communauté imaginée.
Sayad va plus loin que Ritter parce qu'il dit que pour avoir un discours réaliste sur le concept d'intégration, il faut même mettre de côté le discours académique sur l'intégration, c'est-à-dire le discours des sciences sociales. Même dans le champ scientifique, les discours sur l'intégration cachent des enjeux identitaires. Il engage l'identité supposée du groupe majoritaire et les identités supposées des groupes minoritaires, avec des rapports de pouvoir entre ces identités. En plus, on a tendance à idéaliser l'intégration de l'histoire passée, celle des Italiens, des Polonais, qui auraient accompli leur intégration, selon le discours politique. Et on a tendance à diaboliser l'histoire présente, qui est celle des Portugais et des populations issues d'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud ou d'Amérique latine. Dans la loi du 4 décembre 2019, qui remplace la loi de 1993, l'intégration est définie comme un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d'accueil, qui, elle-même, prend à son égard toutes les dispositions afin d'encourager et de faciliter cette démarche. Même si dans cette nouvelle loi, on a enfin une définition de ce que devrait être l'intégration, c'est-à-dire comme un processus à double sens, l'intégration est abordée à travers une approche individualisante, dépolitisée, de volonté individuelle. L'implicite du discours est alors celui d'une distance culturelle que certains devraient résoudre par une volonté d'intégration et que d'autres refusent ou sont incapables de mener à bien à cause du communautarisme. Ici, on voit la reproduction d'une pensée coloniale dans laquelle toute tentative d'organisation collective ou de manifestation culturelle par les groupes dominés est perçue comme une menace contre l'État. Ritter finit son article en disant que l'intégration n'est pas la solution, c'est une partie importante du problème. Toutefois, on ne peut pas évacuer ce concept parce que son utilisation dans les discours médiatiques et politiques a produit des conséquences qu'on ne peut pas ignorer. Les discours sur l'immigration devraient être des discours contre l'intégration, c'est-à-dire qu'on doit questionner le concept d'intégration en visibilisant le fait que c'est un concept que les dominants imposent aux dominés et le fait que la société à laquelle l'étranger devrait s'intégrer est une communauté imaginée, c'est-à-dire une communauté qui n'a pas de réalité objective. Et il faut développer un autre vocabulaire dans le champ de l'immigration. Mais alors, est-ce que la notion de vivre ensemble, qui a été adoptée par l'État luxembourgeois depuis 2023, est une solution pour dépasser le concept d'intégration? C'est ce que j'aborderai dans la seconde partie de cet épisode sur l'intégration et le vivre ensemble, et nous verrons comment, derrière le caractère consensuel de la notion de vivre ensemble, peut se cacher un refus idéologique de s'attaquer aux inégalités. C'était Sandrine, merci de m'avoir écoutée et à très bientôt.